Bonsoir Jean Sellier, Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, géographe et vous publiez ce très bel ouvrage riche d'enseignements, une histoire des langues, des peuples qui les parlent. C'est aux éditions La Découverte. Il y a combien de langues aujourd'hui dans le monde à peu près ? Les estimations vont de 4500 à 7000 selon les linguistes qui procèdent aux estimations en question, ce qui montre bien que c'est un concept assez flou, hein, la langue. Langue, dialecte, bon. Qu'est-ce qui définit d'ailleurs une langue, si vous deviez C'est justement ce qui définit une langue, on ne sait pas trop. Ouais. Ce qui définit les langues historiquement, dans l'esprit du commun des mortels, c'est que la langue, c'est ce qu'ils parlent avec ceux qui comprennent la langue en question. Ouais. Et dès lors que les autres ne comprennent pas ce que l'on dit, c'est qu'eux, ils parlent une autre langue. Ouais. Mais vous imaginez bien qu'une définition comme ça, c'est un moyen de communication orale partagée. Communication, voilà, orale partagée. Alors il y a par exemple aussi, vous dites 4500, 7000, mais selon qu'on inclut notamment, par exemple, alors je ne sais pas si je dois bien le prononcer, les pidgins ou les pidgins, les pidgins. C'est quoi ? Ah, les pidgins. Les pidgins, ce sont des langues qui naissent historiquement sur des plantations dans les conditions de l'esclavage. En fait, pidgin, créole, bon, c'est des mots qui sont interchangeables en pratique. Donc, vous avez des travailleurs venus de toutes sortes de régions, donc parlant des langues très différentes, qui se retrouvent sur une plantation et qui sont bien obligés de communiquer entre eux. Et donc le pidgin se développe sur la base de la langue des colons, et puis de la grammaire, si on peut appeler ça de la grammaire, des différents protagonistes. Et puis petit à petit, le pidgin en question se créolise. Il se créolise quand il devient la langue maternelle des enfants des travailleurs, qui sont esclaves ou pas. Et quand les enfants ont ce pidgin comme langue maternelle, ça devient une langue au sens propre, puisque bon, c'est la leur. Voilà pour cette description. Alors, 4500, 7000 langues, mais tout de même, vous notez que 200 langues, on dit bien 200, sont parlées par 95% de l'humanité. Mais vous, au départ, disons-le, ce n'était pas du tout votre sujet de prédilection. Puis un jour, vous vous êtes finalement dit qu'aborder les langues, ça permettait de renouveler au fond de manière passionnante l'approche même de l'histoire des peuples. Quel est le rapport entre la langue que l'on parle et au fond le peuple lui-même ? Mais c'est-à-dire que j'ai écrit une série d'ouvrages intitulés Atlas des peuples, qui étaient en fait des ouvrages d'histoire des peuples. Mais justement, pour écrire ces ouvrages, je me suis dit, au fond, c'est quoi un peuple ? Comment est-ce qu'on peut définir un peuple ? Si on veut raconter leur histoire, il faut savoir de quoi on parle. Or, ce qui caractérise le plus souvent, d'une façon générale, un peuple, c'est la langue qu'il parle. Bon, c'est pas le seul critère, mais c'est un critère très important. Et qu'est-ce que ça apporte d'étudier celui-ci en particulier que vous n'étudiez pas auparavant ? Ça apporte le fait que l'histoire de l'humanité, elle est faite on peut l'aborder sous différents angles, différentes facettes. On fait l'histoire des religions, on fait l'histoire des régimes politiques, on fait l'histoire militaire. Bon. Mais l'histoire sous l'angle des langues, ça n'est pas fait, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas d'ouvrage équivalent à celui-là, même en langue anglaise. Vous voyez, ce qui est quand même surprenant. Et parce que le sujet est quand même passionnant. Et qu'est-ce que ça dit des femmes et des hommes alors d'étudier leur langue ? Ah, qu'est-ce que ça en dit ? Ah, ça, je ne saurais pas vous répondre là. Parce qu'en fait, ça essaye de. Ah, je sais que je ne me suis pas posé la question de cette façon. Alors, on va faire justement, on va remonter. Je raconte l'histoire. Et vous remontez le temps justement. Vous remontez le temps. Alors, les langues les plus anciennement attestées, le sumérien et l'égyptien, datent de la seconde moitié du 4e siècle, avant Jésus-Christ. Il y a 5000 ans. 5000 ans, on va dire. Il ne faut pas confondre écriture et langue. Hein. Ah non. Quelle différence ? La différence est simple, c'est que toutes les langues sont parlées. Par définition, une langue, ça se parle. Bon. Et ça se parle certainement depuis très très longtemps. Et ça peut se transmettre sans l'écriture. Voilà, absolument. Ça se transmet sans l'écriture de génération en génération. Les enfants l'apprennent au vrai de leurs parents, bon, c'est clair. Mais à un certain moment,
il se passe que dans certaines régions, certaines populations se sont mis à écrire, à utiliser des signes pour transcrire la langue, qui sont devenus de plus en plus perfectionnés, et ainsi on a la langue écrite. Mais une langue, c'est d'abord oral. Une langue est d'abord orale. Vous dites notamment que le latin donne une idée de la manière dont se propage une langue. Par exemple, les Romains ont conquis l'Italie, ça s'étend ensuite, la langue s'étend. Donc le facteur premier de l'extension d'une langue, il est politique. On va maintenant parler de l'Afrique, Hausa, Peul, Wolof, Swahili, Akan ou encore Lingala. Grande mosaïque linguistique, il y a eu pourtant la colonisation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il y a eu cette extrême diversité qui a pu résister en Afrique ? Mais la diversité a résisté plus ou moins. Il faut établir un certain nombre de niveaux. Les langues coloniales ne se sont imposées qu'à des élites. Bon, il n'a pas été, pour des raisons tout simplement matérielles, on n'a pas fait la scolarisation obligatoire de tous les Africains en langue coloniale. C'était totalement irréaliste et irréalisable. Mais en revanche, ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'un certain nombre de langues africaines se portent extrêmement bien, et pour beaucoup d'entre elles sont d'ailleurs des langues écrites aussi. Qui traversent les frontières actuelles. Qui traversent les frontières. Le Haoussa, le Swahili en sont des exemples marquants. Et en revanche, la foule des petites langues africaines, elle vivote. Vivote, voire se restreint. Se restreint. Mais ce ne sont pas les langues coloniales qui menacent les petites langues africaines. Ce sont les grandes langues africaines qui se propagent aux dépens des petites. Oui. Ça, c'est incontestable. L'Algérie, elle, on le sait, a engagé de grandes politiques d'arabisation linguistique au sein des administrations, de l'école. Comment est-ce que c'est perçu? On ne le sait pas toujours bien, de la part des minorités berbères notamment. Quelles sont les conséquences de cela dans un pays comme l'Algérie? À la fois francophone, arabophone, berbérophone. Le problème de l'Algérie, c'est qu'on ne dispose pas de données statistiques. On ne sait pas. On voit à l'image cet alphabet, on va le voir à l'image, cet alphabet. On ne sait pas combien de gens connaissent telle ou telle langue, la pratique pas, plus ou moins, etc. On ne sait pas. Et donc, le débat est un petit peu un débat idéologique, mais qui sonne un peu creux parce qu'on ne sait pas. Mais ce qui est manifeste, c'est qu'il y a énormément d'Algériens qui continuent de pratiquer le français et qui, vis-à-vis de l'arabe standard moderne, ou classique, ont une attitude parfois un peu... Mais tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que ça provoque chez les femmes et les hommes? Je ne sais pas si c'était le bon mot, mais en tous les cas, là, prenons l'Algérie. Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça a pour conséquence dans une société quand peut-être parfois des citoyennes et des citoyens ne peuvent pas comprendre le chef d'État qui s'exprime en arabe dialectal, en arabe classique, par exemple? C'est une question de cohésion. Mais ça, c'est un petit peu une question... C'est pas la question qu'il faut poser à un historien, un géographe. C'est un peu une question qui est propre à l'Algérie. L'Algérie est quand même un cas très particulier parce que la langue française continue d'y tenir une place exceptionnelle, dans l'administration, ce qui n'est quand même pas le cas... Alors, en tout cas, vous l'avez dit, les langues, en tout cas, sont menacées. Peut-être pas les 200 qu'on a évoquées au début par 95%. Elles ne le sont pas, mais beaucoup sont menacées. Alors, vous faites un lien entre... la menace qui pèse sur les langues et celle qui pèse sur la biodiversité. Est-ce que vous pouvez développer? Tout à fait. Mais la biodiversité est menacée notamment dans les régions tropicales. Bon. On pense à l'Amazonie. On pense à l'Amazonie, à la Nouvelle-Guinée, à l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, enfin des régions comme ça, où les langues sont particulièrement nombreuses, les communautés sont... relativement isolées les unes des autres. Et menacées par la déforestation. Et menacées par la déforestation, les barrages, l'exploitation minière, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc s'ils partent de leur environnement, ils vont devoir... Voilà, tout à fait. Ils vont devoir apprendre notre langue. Donc la menace qui pèse sur la biodiversité pèse de la même manière exactement sur ces populations et donc sur leur langue. Alors quelques secondes, s'il vous plaît, pour nous donner votre avis sur l'état de santé de la langue française. TV5 Monde est la langue de la francophonie. On dit toujours que la langue française est menacée par l'anglais. Quel est votre avis à ce sujet? Je pense que la langue française n'est pas menacée du tout. La langue française n'est pas menacée. Simplement,
la langue française a son domaine de prédilection, elle est parlée dans un certain nombre de pays, elle est officielle dans un certain nombre de pays, elle a un statut, elle est enseignée en tant que langue étrangère dans des pays qui n'ont pas de tradition de langue française, etc. Bon, donc, mais l'espagnol est dans la même situation, le russe est dans la même situation, le portugais, enfin bon, le français n'est pas menacé du tout. Ouais. En revanche, l'anglais occupe, lui, une position qui lui est propre, qui est celle de langue véhiculaire internationale. Indispensable. Ouais. On ne peut pas s'en passer. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'anglais comme langue véhiculaire internationale que le français est menacé. Merci beaucoup, Jean Sellier, d'avoir répondu à nos questions pour ce livre passionnant, Une histoire des langues et des peuples qui les parlent. C'est aux éditions La Découverte. Merci. Merci.